Merci. Merci beaucoup de présenter tout ça en même temps. C'est beaucoup plus que je pouvais attendre. Je vais essayer de parler fort en anglais. Et le micro, vous savez, il est juste pour la caméra et c'est les deux qui sont là, qui vont traduire en français. J'espère que si je parle fort, que l'anglais va marcher. Et pour le français, vous avez les oreillettes. Et si j'ai le téléphone, ici, c'est juste ma manière de suivre le temps. Parce que je me suis débarrassée de mon bracelet montre et je dois quand même faire attention au temps. J'espère que ça va aller si je bouge un peu autour de la table. Parce que je ne me sens pas confortable avec les choses trop formelles. Ce que je pensais pour ce soir, ce que j'aimerais faire, je voudrais vous présenter donc brièvement Breaking the Silence, donc rompre le silence, et plonger un peu dans ce livre qui est sorti il y a 2 ans. Il y a une certaine raison pour laquelle je ne vais pas toucher les événements récents. J'ai plutôt parlé de la situation en général. J'essaie de parler brièvement pour avoir plus le temps de parler ensemble et pas simplement moi de faire un prêche ce soir. Donc je vais vous dire quelques mots sur de là d'où je viens. Donc je m'appelle Yehuda, vous le savez. J'ai 31 ans. Je viens de Jérusalem. Je suis née à Jérusalem. J'ai grandi à Jérusalem. Certains entendent peut-être mon accent nord-américain. En fait, que mes 2 parents viennent donc d'Amérique. Mais moi, je suis née en Israël et j'ai vécu à Jérusalem. Je pratique, je suis un juif orthodoxe. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour vous. J'ai grandi dans une famille plutôt de droite. Gauche et droite, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite en Europe. Ça n'a rien à voir avec l'économie sociale, c'est un rapport en fait avec l'occupation et l'économie. Donc j'ai fait mon école dans les territoires occupés. Donc ma sœur était colon avant 2005 dans les territoires à Gaza. Voilà, ça c'est là d'où je viens. Donc après l'université, donc j'ai rejoint les forces armées israéliennes, puisque c'est obligatoire, 3 ans pour les garçons, 2 pour les filles. Si vous êtes en bonne forme, vous êtes envoyé au combat, au sol. C'était mon cas, donc j'étais dans les combattants au sol. J'étais un sergent donc d'une compagnie. Donc j'ai fait les 3 ans, comme tout le monde. Donc de 2001 à 2004. Donc j'ai pu être témoin de la violence de la deuxième intifada. J'étais 2 ans en Cisjordanie. Et pendant ces 2 ans, j'ai fait 1 année à Hébron, donc la plus grande ville donc, de Cisjordanie, Hébron. Bien que j'ai grandi dans une famille donc, qui vient de la droite, j'avais déjà beaucoup de doutes quand j'ai commencé mon service. Est-ce que j'allais faire? Est-ce que ça avait du sens? Mais quand vous êtes un soldat, vous trouvez toujours le moyen d'avancer. Il n'y a pas tellement de temps pour réfléchir, pour se poser des questions. Après, quand je suis devenu commandant, c'était même encore pire. Comme commandant, vous avez encore plus de responsabilités, moins de temps pour ces questions. Les derniers mois, je n'avais même pas grand-chose à faire, beaucoup de temps libre. J'ai commencé à préparer ma vie pour après le service. Qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand? Je commençais à me poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'allais devenir? C'était la première fois que j'ai commencé à me poser des questions en tant que civil et non plus en tant que combattant. À partir du moment où vous sortez de la boîte, vous faites un pas en dehors de la boîte, les choses commencent à avoir une autre allure. C'était même assez effrayant. À partir d'un moment où les choses ne font plus sens,
Je ne pouvais plus justifier 99% des choses que j'avais faites pendant mon service militaire. Les façons dont je pouvais justifier, ça ne marchait plus, ça ne faisait plus sens tout d'un coup. Il y avait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Mais je sentais que je ne pouvais pas continuer sans rien faire. Je me suis retourné vers mes camarades. C'était les seules personnes qui pouvaient me comprendre. Et très rapidement, j'ai remarqué que nous avions le même sentiment. À l'arrière de notre tête, au fin fond de nos pensées, on savait qu'il y avait quelque chose qui était cassé, qui n'allait pas. On a commencé à s'asseoir, à réfléchir, à parler de ce qu'on avait fait. Et une chose qui était choquante, une découverte pour nous, c'était qu'en Israël, dans notre propre société, à la maison, n'avait aucune idée de ce que nous faisions dans les territoires occupés. Nous avons donc décidé d'amener Hébron à Tel Aviv. C'était notre slogan. Nous voulions que notre propre société comprenait ce qui se passait en son nom, en nom de la société israélienne. J'ai terminé mon service militaire en mars 2004 et en juin 2004, 3 mois après, nous avons ouvert une exposition photo à Tel Aviv. 65 personnes qui ont servi à Hébron, donc dans mon unité militaire, dans mon bataillon, avec nos noms, nos prénoms, nos photos, sans un réel plan. Juste nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Donc nous avons exposé ces choses. Et à l'ouverture de l'exposition, au vernissage, nous avons compris qu'il y avait un problème, que nous avions causé un réel problème. Dans tous les journaux du pays, tous les médias ont parlé de ça. Plus de 7000 personnes sont venues voir durant les 3 semaines de l'exposition. On ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait même une question parlementaire à ce sujet-là. Et nous avons compris que c'était le bruit qui avait fait cette exposition et les autres vétérans que nous avions rencontrés d'autres unités qui avaient servi dans d'autres unités dans les territoires occupés. Ces 2 choses qui ont fait que nous avons décidé de continuer à briser le silence, c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Et maintenant, après 10 ans que nous avons été créés, les principales choses que nous faisons, le premier c'est de documenter et de témoigner. C'est au cœur de notre travail, introduire avec des vidéos. Nous désirons que les anciens soldats parlent de ce qu'ils ont fait. Plus de 1000 personnes, hommes et femmes, qui ont servi depuis le début de la deuxième intifada, donc depuis 2000 à nos jours. Ils ont à peu près tous mon âge, à peu près. Entre 19, 20 jusqu'à 44, 45 ans. Les différentes personnes qui ont témoigné. Donc nous croisons les témoignages et nous les publions. La seconde chose que nous faisons, c'est notre expérience personnelle. Nous en servons pour faire de nombreuses lectures, de nombreuses présentations et des tours guidés dans les territoires occupés. Nous organisons des tours pour que les Israéliens viennent voir dans les territoires occupés ce qu'est l'occupation réellement. Et si j'essaye de résumer en quelques mots ce que nous faisons en brisant le silence, l'histoire est très simple. Nous sommes une poignée de vétérans qui pensons que l'armée est un instrument de défense et non pas un instrument d'oppression et d'occupation. Nous ne sommes pas des pacifistes, hein. Ne vous trompez pas. Nous pensons que les gens devraient se gouverner par eux-mêmes et surtout pas par une armée étrangère. C'est pourquoi ce que nous avons choisi de faire, c'est d'utiliser notre expérience, nos connaissances de l'occupation pour obliger à ce qu'il y ait une discussion et la crise morale que traverse notre pays qui occupe un autre pays depuis des dizaines d'années. Nous sommes un miroir de notre société et nous soulevons les questions importantes qui doivent être dans une telle société. Où sont les lignes rouges ?
jusqu'à quel point nous nous cachons derrière une armée, jusqu'à quel point nous sommes capables de franchir une ligne et de dire ça c'est l'occupation. Voilà, il faut prendre ses responsabilités. Maintenant, à travers les années, à travers notre travail passé, nous avons choisi certains sujets ou sur lesquels nous voudrons qu'il y ait une certaine lumière. Par exemple, l'opération à Gaza en 2009, le maltraitement des enfants et des adolescents, les règles qu'utilise l'armée israélienne, l'expérience des soldats féminines de l'armée israélienne. Donc nous mettons ensemble ces témoignages, 40-50 soldats de 40-50 témoignages de 40-50 soldats. Et voilà, nous les imprimons et ensuite nous disons on doit avoir une conversation, il faut en parler, c'est un témoignage, tout simplement, rien de plus. Essayez d'avoir une conversation qui est basée sur cela. Il y a 5 ans, alors que nous approchions du 10e anniversaire de la deuxième intifada, après avoir interviewé près de 700 personnes, nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose d'autre à dire et à faire. Et donc notre défi était tout simplement de dire comment les soldats israéliens contrôlaient les Palestiniens dans les territoires occupés. C'était notre défi. Et donc le résultat, c'est ce livre que vous avez sous les yeux. Je vais peut-être dire quelques mots, ceux qui ne sont pas dans le livre, et aussi quelques mots à propos du contenu de ce livre. Nos conclusions, notre méthodologie, quelques citations du livre, parce que si je retrace tout le livre, on en aura pour toute la nuit. Ce qui n'est pas dans le livre, ce n'est pas du tout un livre qui raconte tout ce que fait Israël pour contrôler les Palestiniens. Israël a de nombreuses armes pour contrôler les Palestiniens et nous n'y avons pas accès. Nous, c'est uniquement des témoignages de soldats. Donc nous, ce que nous décrivons, c'est le point de vue militaire, pas du point de vue judiciaire, pas du point de vue des services secrets, parce qu'il y a différentes manières de contrôler les Palestiniens, différentes armes. La deuxième chose, nous ne focalisons pas sur les intentions. On n'est pas là en train d'essayer de vous dire qu'est-ce qui se passe derrière, ceux qui organisent tout ça, ceux qui témoignent dans Breaking the Silence. Ce ne sont pas les grands généraux qui sont autour de la table et qui décident du sort de ce qui va se passer dans les territoires occupés. Le plus grand, l'officier le plus gradé qui a témoigné, c'était des commandants de bataillon. C'est déjà important. C'est des officiers qui commandent 600 personnes, qui a passé plus de 15 ans dans l'armée. Mais ce n'est pas les plus hauts gradés de l'armée israélienne. La plupart, ce sont des sergents, des lieutenants, des soldats de première classe, des gens qui sont dans les territoires occupés. Ce que nous voulons dire, ce qui est fait et quelle est l'intention qui est derrière. La méthodologie est simple. Si quelqu'un a servi en 2001 à Gaza, et si quelqu'un a servi à Naplouse en 2002 à Naplouse, à 2003 à Naplouse, si quelqu'un a servi à Tourkalem, si quelqu'un en 2008 a servi à Jenin en 2008, ils parlent tous de la même chose. Ils sont de différentes unités, différents rangs, différents endroits dans Israël, à différents endroits en Palestine, mais finalement leurs histoires sont les mêmes. C'est comme ça que nous avons décidé d'écrire nos histoires. Quelques mots sur nos conclusions. La perspective de laquelle on vient, ce que les militaires font dans les territoires occupés, notre perspective, c'est la perspective à laquelle nous, on a grandi. Les Juifs israéliens, on nous a appris, parce que ce que fait l'armée israélienne, c'est de se défendre contre le terrorisme. C'est ça qu'on a appris. Il y a des terroristes dans les territoires.
Et voilà, on est appelé pour défendre le pays. Vous savez quoi? Parfois, c'est pas simplement défendre Israël, parfois c'est défendre aussi les colonies. Mais bon, ils sont là. Il faut pas se poser la question s'il va être là ou pas là. Ce sont des civils israéliens, ils sont là dans les colonies, donc ils ont droit à une protection. Voilà, ils sont là. Donc, entre guillemets, voilà ce que l'armée israélienne fait là-bas, c'est la défense, se défendre. Voilà. La chose, c'est que quand on a commencé à lire tous les témoignages et les mettre les uns à côté des autres, on a compris que le côté défense, c'était vraiment une toute petite partie. Ce que les militaires font, essentiellement, c'est playing offense. Claiming offense. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est lutter contre l'indépendance des Palestiniens et pas contre le terrorisme. Je vais m'expliquer. D'habitude, quand on parle d'occupation militaire, quel que soit le point d'où l'on parle, le droit international, les relations internationales, l'idée, c'est que c'est quelque chose de temporaire, une occupation militaire. Il y a eu une guerre, vous avez conquis des territoires, on ne peut pas partir du jour au lendemain, donc il y a une période de discussion, de réflexion, pour voir qui c'est qui va vous remplacer après l'occupation. Mais en fait, parfois on fait d'autres choses. On envahit les pays, on détruit les régimes en place, mais après, entre guillemets, on construit une autre nation. Bon, ça marche ou ça ne marche pas, hein, avec l'exemple de l'Irak. Bon, ça ne marche pas forcément toujours, c'est nation building. Mais en fait, c'est de ce dont on parle, construire une autre nation, une nation. Mais en fait, en fait, c'est pas la même chose. Bon, on est supposé partir. À partir du moment où on est arrivé, donc on est supposé laisser une force émerger localement pour pouvoir après partir. Mais si on écoute les témoignages des soldats, vous allez comprendre que cette occupation-là, elle a l'objectif exactement inverse. La façon dont les militaires se comportent, on ne va pas partir. On est toujours en train d'entrer, en train de s'installer. Alors certains disent oui, il y a des négociations, on est en train de transformer le pouvoir, mais non, c'est pas vrai. Certaines personnes disent il y a un développement politique, humanitaire en Cisjordanie. Mais non, c'est pas vrai. On n'est pas en train de partir, on est juste en train de s'installer et de maintenir la domination militaire sur l'ensemble de la Palestine. C'est ça ce que l'on fait. Je vais vous expliquer la méthode, comment est-ce qu'on a fonctionné. Basiquement, nous avons repris les différentes actions militaires israéliennes et nous avons divisé en 4 chapitres, en 4 stratégies, 4 titres. Je ne sais pas exactement quel mot utiliser. Ce sont les 4 chapitres du livre. Et tous ces mots de code, c'est des codes qui sont familiers pour chaque soldat israélien et pour chaque quasiment civil israélien. Normalement, la connotation qu'ont ces mots par rapport, c'est une connotation abusive, c'est-à-dire pour un soldat israélien, pour un militaire, pardon, pour un civil israélien, ils comprennent que c'est quelque chose d'offensif. Donc entre la signification réelle de ce mot et celle qu'il signifie comme c'est un code, le premier code, c'est la prétention. Sikol en hébreu. Prévention, excusez-moi. Le deuxième, afada.
Afada. La troisième, la fabrique de la vie. Et le quatrième, c'est le renforcement de la loi. Donc ces 4 mots, ces 4 codes, et le but c'était de les décoder. Ce que je vais essayer de faire dans les prochaines minutes, c'est au moins d'essayer de décoder le premier. Au moins que vous ayez une petite idée. Sikul, en hébreu, la prévention. Sûrement, vous n'avez jamais entendu ce livre. L'Israélien moyen est tout à fait au courant de ce mot. Pourquoi? Quelle est la première signification qui vient dans la tête d'un Israélien par rapport à Sikul? C'est Sikul Meomat. C'est-à-dire la prévention ciblée. Prévention ciblée, c'est le code dans les médias pour décrire un assassinat. Donc, l'image que vous avez dans votre tête, c'est un des concepts les plus défensifs que vous avez dans la tête. Un scénario défensif. Par exemple, il y a un terroriste qui va faire une attaque suicide contre un bus. C'est pas compliqué, vous envoyez un drone, vous envoyez un commando et vous le ciblez préventivement pour pas qu'il ne se fasse exploser dans le bus. Voilà ce que ça signifie. Mais si vous écoutez clairement les soldats et ce qu'elles ont comme mission de prévention, vous comprenez que ce concept de prévention, ce concept entre guillemets de défense et ce que l'armée fait est tellement large que chaque acte défensif tombe sous ce chapitre, c'est-à-dire prévention ciblée. Et donc chaque acte offensif tombe également sous ce titre, sous ce code. Dans toutes les militaries, dans quasiment toutes les tactiques militaires que l'on utilise, il n'y a pas vraiment de différence finalement entre le défensif et l'offensif. Je vais vous donner un exemple d'assassinat, car on a commencé avec ça. Assassinat ciblé. Vous pouvez assassiner d'une manière préventive, d'une manière défensive, des gens que vous ne pourrez jamais arrêter. Mais le problème, c'est que vous passez à assassiner des gens que vous pourriez arrêter, mais finalement vous les assassinez. Et donc finalement, il y a une différence, vous comprenez? Vous ne les arrêtez pas alors que vous pourriez, vous les assassinez tout de même. Et là, parfois vous assassinez des gens juste pour prendre revanche. Par exemple, durant la deuxième intifada, il y a eu plusieurs attaques revanche. Je vais vous donner un exemple. En février 2002, il y a eu une attaque à un checkpoint à Ramallah. 6 soldats ont été tués de première classe. La nuit suivante, 3 unités spéciales ont été envoyées pour venger une à Gaza, une à Ramallah, une à Naplouse. Et les ordres étaient très clairs. Aller à 2h du matin, à un checkpoint de la police palestinienne, tuer tous qui sont là. C'est pas important qu'ils aient un uniforme, qu'ils n'en aient pas. Ils ont tué 6, on va en prendre plusieurs de chez eux. À la fin de cette nuit, il y a eu 15 policiers qui ont été tués. Uniquement à Naplouse, ils étaient armés. Dans les autres checkpoints qui ont été attaqués par l'armée israélienne, ils n'étaient pas armés. Donc 15. Voici la structure. Si vous comprenez cette structure de l'IDF, l'armée israélienne, Gazra, c'est le commandant sud et Ramallah, c'est le commando central. Donc c'est-à-dire ces 3 commandos qui ont opéré cette nuit-là, ils opéraient de 3 différents commandements qui ont à la même nuit, la même mission, sous 2 différents commandements, excusez-moi. Donc ça veut dire que ça vient minimum d'un haut officier de l'armée israélienne. Autrement, ce ne serait pas possible. Ce n'est pas une affaire d'un officier qui aurait décidé ça. C'est vraiment en haut la hiérarchie. Prenons une autre tactique, arrestation. Donc on commence par arrêter les mauvais. Puis on arrête le cousin du mauvais gars pour faire la pression sur la famille parce qu'ils ont soutenu.
Et puis après, l'arrestation militaire de masse dans un village, tous les hommes par exemple, de 18 à 25 ans, ou de 20 à 40, ou de 50 à 60, à différentes périodes, différentes opérations, différents villages et différents niveaux d'âge. Je peux continuer avec ce type de fonctionnement. Pendant des heures, je pourrais rentrer dans ces détails. Mais dans ce concept de prévention, c'est en fait faire sentir notre présence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept militaire. Faire sentir sa présence. Le concept militaire, il dit ça. Si les Palestiniens se rendent compte que l'armée israélienne est toujours là, ils auront peur d'agir. Alors comment on fait? Il faut que ta présence se fasse ressentir sur le terrain. Dans différentes parties de la Cisjordanie, ça se fera de façon différente. Bon, prenons l'exemple de Hébron, là où j'ai servi plus d'1 année. Donc une cité où il y a en fait des colonies au cœur même de la cité, de la ville. Donc il y a 2 patrouilles militaires, une de patrouille de frontières qui doit juste ressentir leur présence. Donc il y en a une qui commence à tourner de 10h du soir jusqu'à 6h du matin, donc qui marche dans le centre en uniforme, qui rentre comme ça dans une maison. Mais ce n'est pas lié à une information secrète. S'il y a une information des services secrets, c'est autre chose. Ce n'est pas cette patrouille qui fera ça, si c'est une information des services secrets. Donc on rentre au hasard dans une maison. Donc le commandant, le sergent de la patrouille, il choisit la maison. Et je sais, moi je l'ai fait pendant un certain temps. J'étais le commandant qui choisissait la maison, où on rentrait comme ça d'un coup. On réveille tout le monde, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et on commence à fouiller l'endroit, la maison. Vous pouvez imaginer ce qui se passe à 2h du matin, en pleine nuit. Commencer à fouiller partout. On fait du bruit, on peut même jeter quelques grenades, ou casser les portes. Et puis on rentre dans une autre maison, de l'autre côté de la rue. Commencer à fouiller partout. Et voilà, c'est comme ça qu'on passe la nuit. 4 heures par jour, 7 jours par semaine. De septembre 2000, quand a commencé la deuxième intifada, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais arrêté. Maintenant, comment je parle, c'est en train de se passer. Des maisons dans lesquelles on rentre soudainement dedans. Chaque Palestinien doit sentir que l'armée militaire, que le militaire est là, juste là. Et il ne doit pas savoir quand, à n'importe quel moment, ça peut arriver. Combien de personnes il y aura, combien de militaires seront là, à quel moment ils vont arriver. En hébreu, c'est l'idée de créer ce sentiment d'être chassé, qu'on est en train de vous poursuivre en permanence. Je vais mentionner encore une autre tactique. Mock arrest, je ne pourrais pas vous traduire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept? Mock arrest, une fausse arrestation. Donc c'est fait fausse arrestation. Donc c'est ce que nous avons utilisé de plus en plus ces dernières années, car de plus en plus la Cisjordanie était de plus en plus sûre. Car la Cisjordanie, durant la deuxième intifada, quand j'étais un soldat, c'était dangereux. Donc il y avait très peu de fausses arrestations. Maintenant, c'est très sûr, on prend soldat israélien, la Cisjordanie, et donc on fait de plus en plus de fausses arrestations. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas une véritable arrestation, tout simplement. Vous avez une unité dans la ville, ils ont juste terminé de s'entraîner. C'est la première fois qu'ils sont déployés, donc dans les territoires palestiniens. Et donc, vous ne voulez pas que la première opération qu'ils fassent soit une véritable arrestation. Donc, vous prenez le village palestinien le plus pacifique dans la région où vous êtes basé. Vous prenez une photo aérienne de ce village, vous la regardez. Vous choisissez une maison au hasard. Chaque maison, chaque structure a un code. Toute la Cisjordanie et Gaza est codée. Vous appelez les services secrets.
vous êtes sûr, soyez sûr que la personne dans le village que vous avez choisi est innocente. Hein, vous appelez les services secrets israéliens pour savoir ça. Et donc, après, vous opérez. Et donc, tout simplement, en procédant à cette arrestation, vous êtes sûr de ne pas gêner les services secrets israéliens qui ont peut-être une opération en cours. Donc, quand vous êtes sûr, quand vous y arrivez, vous arrivez au milieu de la nuit, vous entourez la maison, vous kidnappez le gars, vous lui mettez des menottes, un bandeau sur le visage, comme si c'était une arrestation véritable. Vous l'amenez dans la Jeep et vous partez. Après 5 minutes, après 10 minutes, après 20 minutes. Et juste, parce qu'à un moment, à la radio, quelqu'un dise « Fin de l'opération, c'est bon, relâchez le gars ». Et donc là, tout simplement, on relâche le gars et on rentre à la base. Voilà, c'est ça, une fausse arrestation. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qui se passe? Quel est le but d'une telle chose? Regardez. Dans l'armée, il y a de nombreuses fois où vous êtes envoyé en mission. C'est des fausses missions. On ne vous le dit pas, car tout simplement, c'est pour vous tester. C'est un entraînement de l'armée. Par contre, dans ces mock arrests, dans ces fausses arrestations, vous le savez que c'est une fausse arrestation. Et donc, mais pourquoi ils font ça? Vous dites ça. Les soldats se disent la même chose finalement. Pourquoi on fait ça? Et de nombreux soldats qui ont témoigné de ces choses ont demandé à leur officier pourquoi nous faisons cela. Et on leur répond deux choses. La première réponse est très simple. Pourquoi nous le faisons? C'est l'entraînement, tout simplement. Il faut s'entraîner. C'est l'entraînement le plus proche de la réalité. Si on peut le faire dans un vrai Palestinien, dans un véritable village palestinien, sur une véritable maison palestinienne, sur un véritable homme, c'est beaucoup mieux, c'est parfait. On est dans la situation quasiment idéale. Mais la seconde raison est encore plus intéressante. Pensez, une mock arrest, c'est juste une manière de montrer qu'on est là. Voilà, tout simplement. Vous allez au milieu de la nuit dans un village. Les gens se réveillent, forcément, parce que vous faisiez du bruit. Ils voient que vous arrêtez quelqu'un, ils savent qu'il est innocent. Les gens du village ne sont pas stupides. Ils se posent des questions. Pourquoi il arrête? Il est innocent. Et là, ils le voient qu'il le relâche. Il l'arrête, il le relâche, c'est un collaborateur. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas la réponse, donc ils ont encore plus peur. Car le but, c'est quand vous voulez intimider quelqu'un, quand vous connaissez les règles du jeu, mais c'est très facile. Quand vous savez ce qui va se passer à l'autre côté de la ligne, c'est parfait. Par contre, quand vous n'avez aucune clé, et c'est là où vous avez vraiment peur. Voilà, les Israéliens savent jusqu'où aller, et les Palestiniens ont peur parce qu'ils ne comprennent pas cette logique. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de logique, c'est une logique parfaite. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas véritable ordre, c'est les ordres parfaits. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est difficile à traduire. Excusez-moi. Et donc, le titre du chapitre, c'est Prévention, intimider la population palestinienne. C'est le nom de ce chapitre. Car d'une manière qu'on se défend, c'est d'intimider tout le monde, tout le temps, partout. Car c'est la seule manière où comme ça personne ne va se révolter contre cela. Il faut tout le temps qu'il y ait une pression constante sur la population. Et même s'il n'y a rien, juste par le fait d'être palestinien, il doit être intimidé partout. Sinon, on n'a pas le contrôle de la situation. Maintenant, vous allez vous dire, mais c'est différent de ce qu'on entend. Et maintenant, je vais laisser le monde militaire et je vais passer au monde des droits de l'homme. Un petit instant. Les punitions collectives. Vous savez, cette phrase qui fait peur. Parfois, elle a différentes significations. La punition collective, ce n'est pas le résultat de la répression. C'est le cœur de la prévention, la punition collective. Intimider tout le monde tout le temps s'ils sont palestiniens. On peut continuer à parler de la séparation.
nous parler de la fabrication de la vie, mais nous n'avons pas le temps. Donc c'est une bonne raison pour acheter le livre, parce que comme j'ai pas le temps de parler de tout, pour l'acheter à l'extérieur. Mais si je peux passer à la conclusion. Je suis monté au premier étage, on va dire, avant d'arriver à notre conclusion. Mais je pense que c'est un petit peu plus clair. Pourquoi les actions de l'armée sont offensives et pas défensives par nature, et pourquoi je dis que c'est une occupation qui n'a pas pour but de désigner les bons et les mauvais, mais le but, c'est de toujours gouverner et dominer la Palestine et les Palestiniens. Ok, la maison d'édition, elle veut vendre le livre. Moi aussi, je dois dire la vérité. J'aimerais bien que les gens achètent mon livre, notre livre, et le lisent. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous l'avons publié. Donc les Palestiniens aiment ces noms dramatiques. Vous voyez, vous avez ce livre, le livre noir de l'occupation israélienne. Mais je ne pense pas que ces titres permettent de comprendre ce que le livre signifie. Quand nous avons publié notre livre en hébreu, nous l'avons appelé Kibush Ashtarim, 2 mots en hébreu qui signifient tout ce que ce book veut dire. C'est très difficile à traduire. Mais si je veux le traduire littéralement, l'occupation des territoires. Car tout simplement ce que nous voulons dire, pour de nombreuses personnes, l'occupation israélienne, c'est un événement historique. Juin 1967, il y a eu une guerre, on a occupé les territoires. Non, non, non. Si vous comprenez ce que l'occupation veut dire, vous comprendrez que l'occupation n'a jamais, c'est jamais terminé, n'a jamais débuté. C'est une perpétuelle campagne d'enracinement offensive qui n'est pas destinée à s'arrêter. Tout ce que nous faisons, c'est de réoccuper les territoires par nos actions. Et non pas uniquement dans un sens que chaque maison que nous construisons dans les colonies, c'est une manière physique de réoccuper les territoires, mais toute maison que nous détruisons, où nous rentrons au milieu de la nuit pour que les gens comprennent que nous sommes là, c'est une manière de procéder. Dans chaque maison que nous faisons une fausse arrestation, le territoire est réoccupé. Dans tous les villages où nous arrêtons tous les hommes, c'est une manière de réoccuper le territoire. Et je pense que si vous comprenez l'occupation et la manière dont nous essayons d'en parler, si vous acceptez cette analyse, cette phrase, l'occupation des territoires a un sens totalement différent. Ce n'est pas quelque chose que l'on met quelque part comme une date historique et l'on revient par la suite. Non, pas du tout. On peut en parler. On peut négocier jusqu'à demain. On peut en parler pendant 20 ans. Mais il y a une manière très sophistiquée depuis plus de 40 ans qui est enracinée là-bas et qui ne va pas sortir des territoires. Dernière chose que je voudrais dire. Vous devez vous demander quoi? En fait, je donne du crédit aux généraux israéliens. Je ne pense pas qu'ils sont juste assis derrière et dans leurs pièces, ils se disent comment est-ce qu'on peut profiter des Palestiniens. Ce que nos critiques pourraient dire, vous ne comprenez pas, vous êtes stupide. Tout ça, c'est une question de sécurité. Et si vous écoutez très précisément, j'ai jamais dit que c'était pas une question de sécurité. J'ai dit que c'était pas une question de défense. Oui, je crois ce qu'ils disent les gens qui sont derrière. Est-ce que tout ça, c'est tout une question de sécurité? Si c'est un
manifeste du concept national de sécurité Merci. Entre le Jourdain et la mer, il y a la place juste pour un seul pouvoir. Il vaudrait mieux que ce soit nous. Donc, c'est-à-dire que les Palestiniens, ils ne seront jamais libres. Il n'y a pas la place. C'est la seule façon dont je peux comprendre qu'un pays comme Israël, pendant 47 ans, son projet national, au niveau financier, politique, diplomatique, militaire, toutes les ressources vont dans un seul domaine, de maintenir le contrôle sur les territoires palestiniens. Je pense que c'est un concept sécuritaire très tordu. L'idée que les gens vont accepter pour l'éternité de vivre sans droit, sans dignité, c'est impossible. Mais ça parle d'un problème encore plus important, ce concept de sécurité. L'idée d'une occupation prolongée selon moi, c'est la stratégie la plus dangereuse pour Israël. Parce que l'équation mathématique politique, ce qu'elle dit, cette équation politique, le droit d'Israël à exister dans des frontières internationalement reconnues équivaut à occuper les territoires palestiniens. Le problème de cette équation politique, si vous en parlez à notre Premier ministre, Netanyahou, bien sûr qu'Israël a le droit d'occuper la Palestine pour toujours. Si vous l'écoutez devant les Nations Unies, il n'y a pas très longtemps, où il a dit, et encore dans d'autres discours, il n'y a pas de... On ne va jamais remettre le contrôle aux Palestiniens. Mais si vous mettez cette équation devant n'importe quel être humain, c'est ça l'équation? C'est ça? Donc Israël a le droit d'exister, bien sûr. En nous, ce qu'on doit faire, c'est couper cette équation, prendre le couteau le plus aiguisé et couper cette équation. D'un côté, Israël a le droit d'exister, bien sûr. Et d'un autre côté, est le droit d'Israël à occuper la Palestine pour toujours. Il faut séparer les deux. C'est déjà 40 ans qu'on aurait dû arrêter ça. Ce que j'aimerais bien que les gens ici comprennent, il faudrait qu'ils soient motivés à lutter autant que possible cette politique du statu quo, de l'occupation. Merci beaucoup.